Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode des Tontons Golfeurs, le premier de 2025. Bonne année! Wouh! Bonne année à toutes et à tous. Hi-ha. Voilà. Bonne année à vous deux déjà. Antoine et Sam, je suis content de le tourner avec vous de visu. Bonne année évidemment à toutes les personnes qui nous écoutent. Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont Et écoutés même sur à ceux qui 2024. nous écoutent pas. Et, oui, et bonne année aussi à eux. Bonne année aussi à eux, même s'ils ne le sauront pas. Non, je suis désolé, je pense à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent pas, ils nous écouteront, on leur souhaitera la bonne année en 2026. Non, voilà. Donc D'accord. envoyez un message pour ceux qui n'ont pas fait, qui nous ont pas écoutés en 2024. On vous appellera personnellement. Non, ouais, une très bonne année à tous les deux, les gars. Une très bonne année à tous nos auditeurs. Tous vos messages nous font toujours très plaisir. Donc, à nous aussi de vous souhaiter le meilleur, puisque plein d'entre vous nous ont déjà souhaité bonne année. Donc, merci et belle année à tous. Ouais, belle année. Puis une belle année pour les tontons. Hein. On va avec des nouveaux challenges pour les tontons. On vous enverrez à apparaître tout au long de l'année. On va essayer de se challenger, continuer à faire ce qu'on fait avec passion, parler de notre passion, du golf. Donc ça pour le coup. Donc voilà, on fait un petit mot pour remercier du coup nos sponsors d'être toujours avec nous. Moi je vais remercier Wally Club Maker pour toute la partie vidéo. C'est un énorme travail. Donc un grand merci à Antoine Caballet, un grand merci à Hugo, un grand merci à toute l'équipe de Wally. Pour tout le travail, c'est vraiment une aide précieuse. Donc un grand merci à eux d'être là et de nous aider sur 2025. Je vais également du coup me remercier Callaway Odyssey, parce qu'on parle beaucoup de Callaway, mais il y a aussi Odyssey qui appartient à Callaway. Donc du coup, je vais parler des putters qui sont quand même géniaux, ces nouvelles gammes qui sont sorties i1 Mild en 2024 et qui poursuivent en 2025, et également toutes les nouveautés de chez Callaway. Quand même la nouveauté que vous avez vu apparaître en début d'année là, la nouvelle gamme Elite. Qui sera du coup bientôt disponible. En soi, elle est sortie maintenant, il faut pouvoir la commander et vous allez vous régaler, elle est super belle, donc voilà. J'allais en venir, mais merci beaucoup Kevin d'en avoir parlé, je t'ai regardé en face, mais tu l'as fait pour moi, merci beaucoup. Et Sébastien. Et moi, je voudrais remercier Golf Planet, média digital que vous pouvez retrouver en format application, vous inscrire à la newsletter pour ne rien rater des news du golf, aussi bien d'un point de vue sportif que tout ce qui touche au golf. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à télécharger l'application. Bien évidemment, tout cela est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est le bon prix. Bon parfait les gars, on va partir sur l'épisode, du coup le premier épisode de 2025. Et comme les tontons qui se préparent pour faire une belle année 2025, vous aussi vous avez besoin de faire un bon hiver pour pouvoir être performant dès la première compétition, pour ceux effectivement qui viennent, qui font de la compétition, et aussi pour tous ceux qui jouent au golf loisir, voilà, de mieux jouer, de mieux aborder cette année 2025. Donc du coup on va parler de qu'est-ce qu'on met en place pour faire une bonne saison, et surtout en amont de bien la préparer. Qu'est-ce qu'on regarde sur l'année précédente? Qu'est-ce qu'on met en place? Un plan, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Seb, toi par exemple qui a fait ton analyse, bon déjà ta saison s'est terminée au mois de novembre, donc tu as déjà dû, j'imagine, avec ton coach mettre peut-être un plan hivernal en place. Qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu prends et qu'est-ce que tu conseilles surtout aux gens d'analyser rapidement pour pouvoir mettre un bon plan en place pour l'année suivante? Écoute, effectivement, et moi après novembre, j'ai posé les clubs pas longtemps, parce que c'est pas ma grande qualité de savoir poser les clubs. J'ai du mal parce que je déteste la sensation physique après avoir arrêté plusieurs jours. Donc c'est vrai que j'ai recommencé l'entraînement 4 jours après la finale des cartes, je crois. J'ai passé une journée entière à m'entraîner, puis je me suis dit bon, en fait c'est peut-être un peu tôt. Je trouvais justement en fait qu'en termes de motivation, vu que j'avais pas de plan, vu que j'avais pas fait d'analyse, que du coup en fait je sais toujours pourquoi est-ce que je vais au golf, mais que là j'étais un petit peu paumé. Donc j'ai repris 4 jours de repos après, justement pour faire l'analyse. C'est pas du tout pour bien parler pour l'épisode, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc j'ai repris toutes les différentes datas que me donne mon appli de stats
dans lesquels je rentre tous les tours que je fais à l'année, les tours en partie amicale, mais là où j'ai mis l'intensité d'une partie tournoi. Si je vais juste faire une partie avec des copains, je la rentre pas dans l'application parce que je la trouve pas pertinente pour évaluer la performance. Mais par contre, quand je fais une partie là où j'essaie de faire le meilleur score possible, je la rentre dedans. Donc ça m'a donné... cette appli peut me donner énormément d'infos si je veux aller dans du très 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 précis, et peut aussi me donner des informations relativement généralistes, et ce qui me permet de voir si mon ressenti en fait sur mon niveau de jeu il est cohérent avec les chiffres déjà, parce que les chiffres sont des chiffres, donc ils vont avoir un côté très pragmatique, pendant que nous on peut être lié à une émotion de imaginons je drive pas bien. Mais en fait, quand on voit les chiffres, en fait, il n'y a qu'un drive par partie qui n'est pas terrible. Donc ça veut quand même dire que si on en a tapé 14, il n'y en a que 1 sur 14 qui n'est pas bon. Alors peut-être qu'il coûte des points, mais peut-être que les 13 en font gagner. Donc ce n'est pas forcément un point faible du jeu. Donc ça, c'est pour pouvoir véritablement continuer à mieux se connaître. On en parle beaucoup dans les tontons. Donc mieux se connaître pour pouvoir ensuite mieux axer son entraînement. Son entraînement, pourquoi est-ce qu'on va l'axer une fois qu'on aura défini aussi quels vont être les objectifs pour l'année d'après, de faire un constat du niveau de jeu, point fort, point faible, point amélioré, point à... il y a toujours tout à améliorer, mais en tout cas de vraiment aller voir quels sont les leviers pour progresser. Une fois que le plan il est mis, j'ai eu la chance aussi de recevoir mon calendrier du coup pour 2025, de pouvoir faire un calendrier sur 2025, de tout de suite de planification de tournoi, qui me permet de voir là où je vais, et surtout de pouvoir définir combien j'ai de temps entre ma fin de saison 2024 et mon début de saison 2025. Et donc du coup, ensuite, dans ces à peu près 2 mois que j'avais, qu'est-ce que je fais ? Donc ça, c'est un peu la problématique de l'épisode, ça va être justement ça. Moi, ça a été par une appli de stats. Si vous ne tenez pas de stats, ça peut être par exemple à simplement déjà voir la moyenne de score de 2024, qu'est-ce qu'elle a donné par rapport à la moyenne de score de 2023. Ouais, déjà voir aussi par rapport aux objectifs que vous aviez, que vous étiez fixés sur 2024, lesquels ont été remplis, lesquels n'ont pas été remplis, pourquoi, selon vous, selon votre pro, effectivement, prendre un peu la température par rapport au score. À l'index aussi, à l'index, même si ça a changé, système de calcul et compagnie, juste essayer de comparer en fait. Ouais, à tout niveau, arriver à trouver un juste juge, on va dire, de l'évolution qu'il y a eu sur 2024. Si effectivement vous êtes passé de non classé à 36 ou à 40 ou à 42, vous avez progressé. Si vous êtes passé de 30 à 20, et vous avez peut-être progressé, mais peut-être que vous êtes au même niveau, mais que votre jeu a aussi progressé, mais peut-être qu'il y a un secteur de jeu qui vous aviez pas mis en évidence et que vous n'avez pas réussi à corriger sur 2024 ou à améliorer, qui vous coûte trop de points. Donc mettre en évidence, c'est pas que l'index qui va définir si vous avez fait une bonne année ou pas. Et pour des meilleurs joueurs, s'ils vont beaucoup jouer à l'extérieur, des grands prix, même des tournois internationaux ou même pas à un aussi bon niveau, mais juste d'aller jouer les grands prix à côté, c'est souvent plus difficile de bien jouer sur un parcours qu'on connaît moins que sur le parcours sur lequel on est habitué. Donc c'est normal que l'index remonte un petit peu en jouant beaucoup à l'extérieur, parce qu'on a moins l'habitude de jouer sur le parcours. Et c'est vrai que là, vous parlez d'objectifs, mais c'est vrai qu'il faut aussi faire une bonne différenciation entre les objectifs de résultats, où on est tous omnibulés, on n'est jugé que par ça au final, et les objectifs de moyens. Donc je pense que c'est important de faire cette grande différenciation, de se dire ok, on a des objectifs de avoir tel index, peut-être réussir à prendre tel pourcentage de green dans l'année, le nombre de fairway, etc., la distance, mais aussi de savoir comment est-ce que vous allez réussir à atteindre ça. Donc c'est là où on parle vraiment d'objectifs de moyens, de se dire pour gagner peut-être un peu de distance, j'essaie de me remettre un petit peu au sport, je vais pouvoir, en fonction de mon emploi du temps, aller courir, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine. Quand je vais être au golf, je peux jouer au golf, du moins je peux aller au golf 2 fois par semaine, et je m'accorde 1 demi-heure par semaine d'entraînement putting, parce que le putting c'est important, je vous rappelle, sur le score. Ça va continuer en 2025, ouais, c'est dingue. C'est que de la chance, comme m'a dit une fois. Ça me vient de Benito celle-là, mais la citation n'est pas de lui, c'est quelqu'un qui lui avait dit le putting c'est que de la chance. Tu t'entraînes au loto toi? Donc, sur les fixations d'objectifs, le plan, le cadre qu'on peut donner, et on va le faire ensemble. C'était déjà un peu préparé, vous vous en doutez un petit peu, mais en gros il y a des grandes thématiques.
Il y a effectivement sur le plan technique, on va voir qu'est-ce qu'on met en place sur ce gros bloc, on va dire. Après, il y a la partie physique, comme commence à évoquer Antoine. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fonction des niveaux. La partie mentale. Et puis après, il y a la partie matérielle aussi pour l'optimisation de votre jeu. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui, pardonnez-moi ma vulgarité, mais qui en ont rien à foutre de la performance, qui sont juste des amoureux du jeu, là, on va peut-être aussi, si on en parle, on va parler que du point de vue mental, de ne pas se pourrir une partie de golf alors que justement on n'a pas d'objectif et qu'on est là que pour s'amuser. Objectif de moyens. Ouais, on est là que pour s'amuser et pas en accord avec soi-même, bien se connaître. Et d'être en accord avec soi-même. Il y a des personnes qui ne jouent au golf que pour jouer au golf, mais en fait c'est jouer au golf en se baladant, en passant du temps avec les copains et qui ne savent même pas en fait combien ils jouent, qui ont un index parce qu'à une époque ils ont fait des compètes, mais en fait qui sont là vraiment que pour s'amuser et qui arrivent malgré tout de temps en temps à passer une mauvaise journée au golf. Parce que c'est pas en accord justement avec ce qu'ils ont en tête mais moi je suis là que pour jouer pour le plaisir. Mais du coup je dois pas mettre de curseur de résultat ou de manière de frapper la balle. Enfin c'est pas le curseur. Et puis t'en as plein, hein. T'en as plein qui ne font jamais de compétition. Alors qui comptent peut-être plus ou moins combien ils jouent. Mais c'est vrai que la compétition en elle-même, il y a plein de personnes qui n'en font plus. Alors ça c'est pour d'autres raisons, ça sera peut-être un sujet d'épisode d'ailleurs, mais en tout cas sur repartir sur nos différents blocs, on va partir sur la partie technique. Donc effectivement il y a ces stats comme on a dit, votre pro qui peut vous orienter sur ce que lui semble trop faible dans votre jeu ou à améliorer en tout cas pour gagner des points. Moi je conseille vraiment de prendre du temps vraiment avec votre pro pour choisir la bonne direction, on va dire celle qui va avoir le plus d'impact sur votre jeu. Pas forcément rentrer dans une refonte drastique de tout votre système de jeu, de tout changer, de tout vouloir, voilà, en fonction de en fonction de vos objectifs, mais allez quand même mettre beaucoup d'efforts sur quelque chose qui va vous rapporter vraiment beaucoup de points. Ça ne sert à rien d'aller mettre tout un hiver sur une position de poignet, une position que vous avez vu que Rory fait ou que Scotty fait. Non, voyez avec votre pro qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour vous par rapport à une problématique. Si vous avez une problématique balistique, c'est une problématique de contact, sur une problématique autre. Mais en tout cas, allez vraiment mettre de l'effort sur des choses utiles. Donc ça, vraiment pas se tromper. Après, ça dépend des niveaux. Effectivement, tu ne mets pas les mêmes choses en place quand tu es jeune golfeur et quand tu es déjà à un certain niveau. Il n'y a pas la même construction à faire. Quand vous êtes plus jeune golfeur, il y a quand même des choses à changer. Même si vous avez joué correctement, si vous aspirez à jouer mieux, il faut quand même changer encore des choses. Après, voilà, il faut y aller avec des petites touches. Au niveau technique, je sais qu'Antoine, toi par exemple, tu as mis en place depuis cette année un tableau de stats qui est en live avec tes joueurs, on va dire, élites, enfin tes joueurs pro, ouais. Avec tes joueurs pro. Et du coup, voilà, c'est un tableau sur lequel tu as travaillé, tu as passé du temps, mais ça te permet d'avoir un meilleur feedback de ce que font tes joueurs. D'ailleurs, Seb en fait partie. Sur leur entraînement spécifique putting, mais qui peut être ramené aussi au grand jeu. Donc spécifique putting lors de l'entraînement, lors des parties d'entraînement et lors des compétitions. Comment toi à quel point c'est important pour toi pour pouvoir orienter le travail de bonne façon? Est-ce que ça serait réalisable avec des personnes avec un niveau peut-être un peu plus faible? Quel que soit le niveau, en fait, c'est réalisable. C'est juste que la fixation d'objectifs et les exercices que je fais ne vont pas être au même niveau pour un très bon amateur ou pour un joueur qui est sur le Challenge Tour ou le circuit satellite. Donc ça va être complètement différent. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'au départ, on établit une base mécanique. On essaie de cadrer et de montrer l'endroit où on a envie d'aller. Et ce qui est hyper important pour moi sur cette phase-là, c'est essayer de se détacher complètement du résultat de ce qui peut se passer. Parce qu'on est sur une phase qui est hivernale, il n'y a pas de jugement de compétition ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'attente de résultat. Donc c'est là où je leur dis, écoutez, on essaie juste de se focaliser sur ces changements. Peu importe si jamais il y a une régression, de toute façon ça tombe bien, la carrière d'un joueur amateur ou professionnel, c'est une espèce de grande vague qui monte, qui descend, des courbes qui sont systématiquement comme ça. Donc il faut accepter d'être dans une zone parfois qui est un petit peu plus difficile
difficile parce qu'on casse 2-3 choses techniquement pour ensuite retrouver de la confiance. Donc ça, la première chose, comme vous disiez, c'est qu'on enlève la mécanique. Non, j'ai beaucoup de respect pour toi, Kevin, c'est pour ça. Je trouve que le vouvoiement nous met plus d'écart. Bref, en tout cas, acceptez le fait que cela soit difficile pour ensuite, vous allez voir, vous mettre dans une zone qui est un petit peu plus aisément, un peu plus facile, pardon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport au travail de performance, comme tu disais, j'ai un tableau où mes joueurs ont un certain nombre d'exercices à faire et ça me permet de pouvoir faire des comparaisons entre ce qu'ils font à l'entraînement et ce qu'ils font en partie amicale et aussi tout simplement ce qu'ils font en entraînement et en partie compétition. Donc, c'est toujours important de voir cette corrélation parce que ça nous permet parfois de voir s'il y a une problématique sur le mental. Par exemple, tout simplement, on se rend compte qu'ils rentrent plus de putts pour le par que pour le birdie. Donc, dès que c'est pour passer une étape et pour essayer de grignoter quelques points, c'est plus difficile que lorsque tu essaies d'en sauver. Donc, il y a beaucoup de choses qui se voient et je pense que tout ça peut se faire quel que soit le niveau. C'est juste une question de discuter avec votre pro et de vous dire, voilà, est-ce que tu pourrais m'aider à faire un programme, qu'on mette en place certains objectifs, que ce soit des objectifs, comme je disais, moyens de résultats, pour arriver à cet objectif technique qu'on a envie d'avoir. Et donc, du coup, forcément, même pendant l'hiver, moi, je conseille vraiment d'allier de la performance et de la technique. De ne pas passer tout l'hiver à faire que de la technique. Et derrière, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de montagne à escalader. C'est le jeu de golf. Quand on veut faire de la performance, on est jugé à notre capacité à mettre la balle dans le moins de coups, en le moins de coups possible dans le trou. C'est pas un concours de swing ni un concours de justesse technique. On dit souvent qu'il y a des joueurs, ils sont sur le European Practice Tour, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment des très bons joueurs de practice, mais c'est un jeu qui est différent du jeu du golf. Le swing de golf, s'il fallait atteindre une perfection technique pour pouvoir bien jouer, ça serait toujours les mêmes qui gagneraient, et ça serait que... C'est un peu le cas, hein. Mais alors, pas par la justesse technique. Mais par sa justesse technique, en fait, au moment le plus important, qui est le moment de la frappe. Et que de temps en temps, je trouve que les joueurs, et là vraiment de tout niveau, parce que même des très bons joueurs professionnels se sont perdus par du changement technique pour s'améliorer. J'écoutais il n'y a pas très longtemps un podcast de l'ancien coach de Trevor Immelman qui disait le mec a quand même gagné le Masters et 2 semaines après, il me demandait de changer son swing. Et que, en fait, dans l'histoire, mis à part Tiger... Il y a, mis à part Tiger et Faldo, il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné. Il n'y en a pas beaucoup qui ont changé drastiquement de swing, pour reprendre ton terme, avec plusieurs swings. Donc, on a tous nos qualités, tous nos défauts. Moi, j'aime pas le mot changement technique, j'aime le mot amélioration technique. Quelqu'un qui a eu toute sa vie un grip très fort, ça va être compliqué de lui mettre déjà neutre. Il aura toujours un grip à tendance forte. J'aime pas non plus le changement technique qui fait mal jouer. Donc ça, c'est ce que j'aime bien quand tu dis de toujours allier ça à de la performance, et ce que tu disais aussi, Antoine, parce que si on allie technique et performance, ça veut dire qu'on doit toujours, malgré tout, être performant, malgré un changement technique, ou en tout cas un minimum, et jauger cette performance. Parce que si on change trop de choses à quelqu'un, même si c'est très, très à la mode, il faut changer le swing, il faut... faire changer la manière de faire bouger le corps, le club, il faut le mettre à un autre endroit et compagnie. Il y a beaucoup de questions de mode, mais je me suis perdu. Je me suis complètement perdu. En tout cas, on va trop venir toucher la confiance du joueur. Si on fait un changement technique, par exemple, on fait un changement de grip, parce que le grip, il y a vraiment une pathologie, et peut-être limite le mec a mal au poignet, et qu'on fait un changement de grip, et que là, tout d'un coup, celui qui tapait que des fades se retrouve à taper que des quick hooks, on va venir forcément toucher sa confiance. Ce qui est souvent le cas, d'ailleurs. Ouais, va forcément venir toucher sa confiance. Ton swing, en fait, on est trop souvent à travailler un swing qui n'a aucun rapport avec une trajectoire. Alors que si on est sans cesse dans « Ok, tu me changes ce grip, mais je veux toujours que tu me produises cette trajectoire », le changement de grip va améliorer aussi, va faire bouger des choses dans le swing qui vont permettre de toujours en fait avoir ce lien avec le jeu qui est la trajectoire. Le swing, c'est très bien. Le swing, c'est un moyen, comme tu disais, Antoine. Pour moi, le swing, c'est un objectif de moyen. Il fait partie des outils qui peuvent permettre de bien jouer. Mais c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que c'est un vrai problème si tu comprends pas bien la mécanique du swing, parce que au final, tout se compense. C'est-à-dire que tu verras, je parle à un certain niveau quand tu commences à plutôt jouer, tous ceux qui ont un grip très fort,
ils ont un corps qui est très actif pour justement venir compenser cette phase de club. Tous ceux qui ont un grip très faible, ils ont souvent un corps qui est plus passif pour laisser les places aux mains avoir le temps de se refermer. Donc en fait, quand tu prends juste des changements par des positions ou par des images, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'au final, tu vas prendre, tu vas dire, ah bah attends, non, tiens, j'ai vu, la tendance, c'est d'avoir le grip fort. Mais si tu es déjà un bon joueur et que tu as un grip faible, c'est-à-dire que ton corps, il a tendance sûrement à être un peu passif. Donc tu mets un grip fort, tu vas tout louper à gauche. C'est pour ça que je faisais que des serpents avant, c'est que j'avais un corps très actif avec un grip très fort. Donc quand je ratais et que j'étais pas dans la bonne rythmique, mais serpent. C'est là où il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, c'est que le pro, il doit s'adapter par rapport à la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire que le pro qui vous dit, bah non, c'est ce même grip, c'est cette même posture, etc. chez tout le monde, ça, ce n'est pas bon. Et puis surtout pas ça, ce n'est pas bon. Mais regarde, Rory, t'as pas vu, il a pas ce grip-là. Mais Tiger, il a pas ce grip-là. Et alors, mais si tu prends Dustin Johnson, il a pas le même grip. Si tu prends Brooks Koepka, il a pas le même grip. Si tu prends Lee Trevino, il avait une main gauche très faible. Enfin, moi, je prends deux exemples. Alors déjà, c'est vachement bien parce que sur les réseaux, maintenant, tu as plein de montages, etc. Tu avais une photo où tu avais tous les joueurs, tu avais une dizaine de joueurs à l'impact. Et tu voyais qu'il y en avait qui avaient les hanches plus ouvertes, les pieds, les pieds, comment, etc. la tête derrière. Tu vois tous les joueurs en haut du backswing. Tu vois, et donc ça, c'est des images que j'ai mis sur mon portable et qui me permettent tout de suite de désamorcer quand on me dit il faut être comme ça. Je dis bah montre-moi comment il faut être parce que là j'ai pas bien compris sur l'image. Et après il y a des raisons à tout. Il y a des raisons à chaque joueur. Je dis regarde, lui il a un grip très fort, donc regarde à l'adresse, à l'impact. Je parlais de Dustin Johnson. Regarde son corps, comment il est tourné. Regarde quelqu'un comme l'exemple par exemple de Justin Rose qui a un grip qui est plutôt neutre. En fait, il a beaucoup moins de... C'est Justin, hein, c'est pas Justine. Justin, c'est Justin. Mais Justine, c'est un prénom féminin. Hein. Et du coup, je me suis perdu avec... Pardon. Donc l'exemple de Justin Rose, tu parlais de la différence des swings, la différence des impacts. Sur les... Je vais reprendre. Houston, on a perdu Kevin. Pardon. Justine, c'est une ex ou quoi? En tout cas, qu'il n'y a pas de vérité dans le placement de il faut se mettre comme ça à l'impact, il faut se mettre comme ça dans... C'est ça, c'est ce que je voulais dire, merci. C'est qu'en fait, il ne faut surtout pas changer par rapport à des images, c'est par rapport à une mécanique qui est quand même la vôtre et qui est quand même là. Et, sauf si vous êtes capable de totalement inverser la tendance, donc quelqu'un qui avait un corps passif qui devient avec un corps hyper actif. Mais avec l'expérience de voir beaucoup de personnes, c'est quand même compliqué de changer totalement de schéma. Donc faites attention, il faut régler des problématiques. C'est-à-dire qu'une problématique, c'est, voilà, aujourd'hui, je mets, comme disait Seb, trop de serpents, donc c'est des balles à gauche, je mets trop de balles à gauche. En fonction de votre niveau, c'est 7 fois sur 10, 2 fois sur 10, 1 fois sur 10. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me pénalise. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma mécanique? Qu'est-ce qui provoque ça? Et forcément, vous l'avez compris, si c'est 1 fois sur 10, c'est beaucoup plus dur de voir la raison que quand c'est 8 fois sur 10. Donc du coup, forcément, quand c'est 8 fois sur 10, vous devez le mettre en avant et vous devez mettre des actions en place. Quand c'est un joueur pro que c'est 1 fois sur 10, il faut peser le pour et le contre. Il faut voir si le fait de l'améliorer sont suffisamment fortes pour compenser la balle sur 10 qui et va si, en améliorant, en imaginant qu'on arrive à gommer ce 1 sur 10, ça devient un 10 sur 10, est-ce que ça va pas créer une autre problématique plus importante dans un autre secteur de jeu, etc. Donc, Là, tu soulèves un point moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est dans la manière de consommer le cours de golf. Enfin, vous êtes plus à même de pouvoir dire si c'est vrai ou pas, mais je pense que vous n'avez jamais quasiment quelqu'un qui arrive et qui dit... Enfin, ça arrive, mais... j'ai cette problématique-là au niveau de la trajectoire sur tel type de coup. Par contre, la question qui, je pense, arrive le plus souvent, c'est qu'est-ce qui ne va pas dans mon swing? En fait, il y a plein de trucs qui ne vont pas dans ton swing, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que fait ta balle. Ouais. Nous, on court-circuite quand même pas mal ça par le fait que... Enfin, tous les deux d'ailleurs, on questionne quand même pas mal. Moi, j'ai un petit questionnaire que je fais à l'oral et moi j'écris, qui me permet déjà de voir la connaissance. Il faut demander la carte bleue, il faut faire un premier virement. C'est un questionnaire très spécifique de la caisse d'épargne. Et ça me permet de connaître déjà la connaissance que lui a de son jeu. Les attentes en fait qu'il va avoir.
et voir s'il y a des cohérences. Ouais. Voilà. Parce que je lui demande ce qu'il estime être son point fort, drive fair chipping putting, ce qui est son point faible, sa trajectoire qu'il pense. Alors déjà, tu vois, quand quelqu'un me dit en fait, moi je tape vraiment tout droit, je dis ok, donc la personne a peu de connaissances réelles de sa tendance de jeu, parce qu'il y en a forcément une. Les loupés, est-ce que c'est plutôt le contact? Est-ce que c'est la direction? Les deux. Voilà. Et très simplement, déjà, quand quelqu'un, par exemple, me dit non, mon point faible, c'est vraiment le drive, je sais qu'il va me répondre souvent j'ai une trajectoire de fade et mes loupés, ils sont en slice. Voilà, parce que c'est souvent des choses que je vois. Mais ça me permet, moi, déjà, de savoir en amont ce qui se passe. Après, je lui demande son objectif et je vois si, dans tout ça, je lui dis rien, je fais une analyse, moi, de ce que je pense. Et je lui dis, voilà aujourd'hui les problématiques par rapport toi à ce que tu m'as dit. Je suis d'accord avec toi sur ton analyse. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ton analyse. Ou regarde, si on regarde, là, tu as mis 25 coups à gauche. Donc ta tendance, elle est peut-être quand même à gauche, tu vois, qui pensait jouer droit. Donc voilà, d'arriver à mieux se connaître, ça permet aussi de régler des problématiques plus précises. Et c'est là où les joueurs de haut niveau sont meilleurs parce qu'ils se connaissent mieux. Donc du coup, ils sont capables de mettre des actions plus ciblées au niveau technique. Donc en tout cas, un gros bilan à faire déjà de ce qui s'est passé sur l'année d'avant, de définir vraiment quels sont les axes de progression prioritaires et ensuite de vite aller voir ça avec votre pro pour le temps qu'on a d'un parti jusqu'à nos premières compétitions, si on fait des compétitions. Très bien, de voir le calendrier. De voir combien de temps il y a entre cette fin de saison, donc 2024, et le début de saison 2025. Et ok, donc maintenant, quelles sont les priorités dans l'entraînement pour gagner le plus de points possible sur l'année d'après. Dans ce que tu dis, c'est là où la planification elle est indispensable. Parce que si vous commencez en fait un travail sans savoir où vous allez et quelle étape vous allez procéder en fonction du temps que vous pouvez dégager par semaine, c'est sûr que ça va être compliqué de vous le projeter. Donc quoi qu'il arrive, toujours faire une planification adaptée en fonction du temps que vous êtes capable de dégager qui va vous permettre que tout soit clair, précis et au moins derrière, on y va, quoi. Et puis planifier, veut dire j'ai 3 mois, voilà, ces 3 mois-là, je vais me dire ok, je fais un cours par semaine ou un cours tous les 15 jours, plus je trouve que c'est trop, et moins quand c'est une fois par mois, je trouve que c'est un peu léger en fonction de vos objectifs sur cette période-là. Et après, vous vous dites ok, moi je vais pouvoir me dégager 2 entraînements entre les cours là et là, voilà, même si c'est juste un plan et que forcément un plan est amené à bouger, vous savez à peu près que vous avez tant de leçons et tant d'entraînements perso pour pouvoir être prêt et être dans les meilleures conditions pour démarrer votre première compétition ou votre compétition interne entre potes que vous faites en début d'année. Enfin, peu importe, voilà, les entraînements d'équipe ou les compétitions par équipe. Peu importe votre objectif, mais en tout cas, voilà, de faire un minimum de plans à tous les niveaux. Je trouve que c'est bien de structurer pour voir, en fait, tangiblement aussi, pour dire à votre pro, là, je vais pouvoir jouer 10 fois au golf. Est-ce qu'en 10 fois, je vais pouvoir faire le changement qu'on veut opérer? Est-ce que je vais jouer que 3 fois au golf? 3 fois au golf, on ne va pas faire la même chose. Je vais jouer 25 fois au golf. Ah ouais, là, ok, on peut peut-être faire aller dans un peu plus profond. Donc, voilà, pour pouvoir aider votre pro, parce que sinon, vous allez faire des changements qui ne sont pas forcément adaptés à l'investissement de temps que vous avez. Et ça peut paraître un peu chiant à faire, entre guillemets, mais c'est primordial. À partir du moment là où on veut progresser, si on ne sait pas où on va, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc ça peut être un peu chiant d'aller prendre un papier, un crayon ou de faire ça sur les notes de son téléphone. Mais c'est primordial. Si on veut progresser, on est obligé de savoir là où on veut et de mettre un plan en place. C'est impossible de faire autrement. C'est pas au doigt mouillé, à la wall again, et on voit ce qui se passe. À part si vous avez une énorme marge de progression et que vous êtes un jeune golfeur, ça peut quand même le faire. Mais par contre, dès qu'on arrive à toucher des paliers, s'il n'y a pas de plan pour casser ce petit plafond de verre qu'on a au-dessus de soi, c'est impossible d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. Tant que tu progresses et que tu peux c'est suivre. Facile. Mais il y a un moment, tu atteins, comme je disais, des paliers où tu y restes 1 an, 2 ans. C'est soit des limitations physiques, soit des limitations techniques, soit des limitations mentales, soit des limitations stratégiques. Mais il va y avoir des moments là où il y a des plafonds à casser qui font qu'il faut absolument avoir un plan adapté au temps qu'on a. Et au physique qu'on a pour pouvoir progresser. Mais sans ça, c'est pas possible. Et comme tu viens de dire là, Seb, on parlait du physique. On va passer au deuxième bloc sur le physique. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place
sur un hiver, sur 3 mois ou 4 mois pour arriver dans des meilleures conditions. Déjà, analyser l'âge que vous avez, si vous avez des blessures, des choses que vous ne pouvez pas faire. Moi, je conseille, à partir d'un certain âge, c'est surtout de faire de la mobilité et d'essayer Je voulais partir là-dessus aussi. Ouais. Vas-y. Et quel que soit l'âge, non, tu dis d'un certain âge. Non, Ouais, mais- la mobilité est hyper importante. Mais Ouais, moi, sûr. je pensais là typiquement à des personnes, on va dire, profil nos parents qui pourraient jouer. Il y a plein de différentes méthodes qui sont déjà super bonnes pour le bien-être dans la vie de tous les jours, pour éviter de se retrouver avec des séances de kiné ou d'ostéo ou des problèmes de dos récurrents et de devoir prendre des médocs un peu tout le temps. De faire tout ce qui peut ressembler à du yoga, du pilate qui est adapté pour des personnes de cette génération-là, c'est quand même le top. Parce que déjà, c'est super bon. Tu ne vas pas commencer à attaquer ta mère dès 2025. Déjà, mais je l'avais poussé à faire justement tout ce qui était pilate, yoga. Et en fait, c'est déjà, donc, dans un premier temps, c'est super bon, ok, pour votre jeu de golf, mais en plus de ça, on n'est pas des conseillers santé, mais en plus de ça, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas vous faire de mal, en fait. C'est très bon pour votre vie de tous les jours, pour avoir moins mal au dos, pour être plus actif, et que forcément, être en activité physique est bon pour le corps. Moi, c'est ce que vraiment je conseille, c'est de créer une routine. En fait, y aller et se dire, c'est bon, hein, 2025, j'y vais, je vais aller tous les jours ou tous les 2 jours à la salle de sport, je vais prendre un coach, je vais faire... Faites ce qui est réalisable. Déjà, si vous faites Petit un quart programme. d'heure tous les jours. Ouais, mais tous les jours, c'est même Tout- beaucoup, tout- en fait, si tu pars de rien. Ouais, si tu pars de rien, ok, mais c'est réalisable dans le Ouais, mais, niveau timing. mais tous les jours, c'est contraignant. Ouais. Tu vois, je sais plus dans quel podcast j'avais entendu de justement quelqu'un qui voulait se mettre au sport et la personne qui le suivait justement là-dessus, dans son développement personnel et l'accomplissement de ses objectifs, ils en avaient conclu que la première étape pour aller courir, c'était de mettre ses chaussures de sport. Parce qu'en fait, c'était déjà ça qui était très dur pour elle. C'était simplement de prendre ses chaussures de sport et de les mettre. C'est un podcast spécialisé ou... Et non, mais c'est que, en fait, c'est pour vraiment montrer que pour les personnes qui, pour eux, là où c'est contraignant de faire du sport, qu'ils n'aiment pas faire du sport, et ben en fait, rien que le fait de mettre les chaussures, c'était la première étape. Donc, elle mettait les chaussures de sport, les lacets, Et Et regarder elle- la télé. non, et elle les enlevait. Mais c'était la première étape. C'était de, ok, c'est presque, je redeviens un copain avec mes chaussures de sport. Et ensuite, c'était de préparer le sac. Et puis ensuite, c'était, oui, dans l'idée, c'était bien d'essayer d'aller courir un petit peu. Ben, au début, c'était de la marche. Et puis après, c'était trottiner. Et c'était des 5 minutes. Et 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Et puis peut-être que déjà là, c'est un rythme qui commence à être suffisamment bon. Ouais, ce Mais qui- de vraiment y aller step by step Ce qui me dérange un et de tout petit passer peu, du c'est... tout au rien, Ouais, ça je tient suis pas d'accord. sur le long terme. Ouais, je suis d'accord. Ça Je tient, suis- le 15 suis minutes d'accord. par jour, moi qui déteste la préparation physique, qui ne le fait que parce que ça fait partie de mon métier et que c'est bon pour la santé, chaque fois que j'ai essayé quelque chose de petit tous les jours, je le sucre. Ouais. Au bout de plusieurs semaines, il disparaît. Alors que tu vois, moi, au bout de plusieurs semaines, c'est ancré dans ce que je fais. Ouais, mais tu as fait des cycles. Pendant 3 ans, tu l'as beaucoup fait. Et après, tu as arrêté. Et puis, tu as repassé 3 ans sans en faire. Et puis, tu y reviens. Et puis, tu repars. Et puis, tu reviens. Parce que tu passais du tout au tout. Ouais, mais moi, généralement, je faisais pas 15 minutes, je faisais Ouais, 2 mais heures parce par que- jour. Mais parce que, Parce que moi, je suis dans un excessif. extrême, tu vois. Ouais, Parce que mais- excessif, et du coup, tu t'es blessé. Ouais. Tu vois, parce que tu as stressé ton corps en ne faisant pas les choses progressivement. Et que le but, ça va être, tu vois, si les gens n'aiment pas faire de la préparation physique, je pense qu'il y en a qui en ont presque jamais fait dans leur vie, et ben moi, je pense que des petites étapes, de faire peut-être au début 1 minute par semaine, et la semaine d'après de se dire, je vais rajouter 1 minute, j'en fais 2, ben en fait, peut-être qu'au bout de 2 minutes, ah ben non, je referai bien un petit peu. Et c'est là où il faut se laisser aller. C'est là où, ok, je continue. Oh, aujourd'hui, j'ai fait 12 minutes. Mais 12 minutes, c'est mieux que 0, en fait. Parce que si on le fait 5 fois dans le mois, ça fait 1 heure de sport qu'on n'aurait jamais fait avant. Donc, ça fait 1 heure de plus. Et j'aime bien le côté d'accumuler, en fait. Ouais, d'accumuler. Comme ça. Mais tu vois, c'est ce mot-là qui est important pour moi. C'est ce que je voulais mettre en avant, alors peut-être de façon trop excessive, mais c'est que des petits efforts mènent à des grandes choses. Alors que de faire beaucoup, trop, tout de suite, Ah, mais 15 minutes, pour quelqu'un qui fait jamais de sport, 15 minutes par jour, c'est monumental. ouais, c'est peut-être là où je suis pas lucide.
Mais tu vois, c'était Tu vois, peut-être que c'est 5 minutes, tu On vois. parlerait de putting, vu que les gens, à part les élèves d'Antoine, font quand même pas beaucoup de putting. Et en tout cas, quand ils puttent. Mais ils savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils prennent 3 balles parce que les boîtes sont des boîtes de 3 balles. Et puis ils puttent vers des trous. Et ils puttent même pendant 10 minutes avant une partie, mais ils arrivent au green du 1, ils ont aucune idée de la vitesse du green, ils n'ont pas fait attention, bon bref. Donc ils ont putté pour putter. Donc le même temps tu le fais avec de l'entraînement putting, ben oui, t'aimerais que ces gens fassent 25-30 minutes de putting. Mais j'ai dit du sport. 15 minutes de putting, c'est très long. peut-être qu'au tout début, ça va être un exercice de 5 minutes qu'il va falloir leur donner juste pour, hop, tu mets le pied dedans en fait. Et c'est une fois que tu mets le pied dedans qu'après, 5 minutes, j'avais envie de faire plus. Parfait, fais 10. Ah ouais, mais 10, c'était court. Ok, fais 15. Et après, en fait, tu te retrouves à accumuler des minutes. Moi, dans tout mon tableau de stats, d'entraînement, c'est pour pouvoir en fait aussi me rendre compte de tout ce que j'ai accumulé comme quantité d'exercices. Et c'est aussi pour me rassurer ça fait quand même beaucoup, quoi. Je fais beaucoup d'heures d'entraînement dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur. Et c'est très bien pour la confiance. Et en fait, d'accumuler ça et à chaque fois le soir me dire j'ai encore accumulé une bonne journée d'entraînement, t'en as rajouté 1, 2, 3, 4, et puis tu te rends compte que ça fait, je sais pas, moi en l'occurrence c'est avec mon performance coach justement que je vois tout ça, et que quand le soir je me rends compte, vu qu'on a commencé à travailler en juin 2023, et que j'en suis je crois à 483 journées, sur les je sais plus combien qu'il y a, là où je suis content de moi, mais quand tu regardes, t'es fier de toi, quoi. Et ça dit pas, j'ai fait 1 heure de sport, j'ai fait 2 heures de sport, 5 heures de sport, ou 10 heures de putting, non, c'est juste une bonne journée globale pour me rapprocher de mes objectifs. Ça, tu vois, ça te fait plaisir, quoi. On parle là de la préparation physique à ce niveau-là, mais je pense même, là au déroulé de l'épisode qu'on est en train de faire, que ce serait même mieux de faire un bilan d'abord physique avant de faire un bilan technique, parce que on a tellement professionnels de la santé. Exactement, c'est ça. C'est qu'avant tout, je pense que s'il y a quelque chose qui peut être fait, des bilans maintenant, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, c'est assez simple pour voir toutes les problématiques de mobilité, d'explosivité, de force, tout ça. Et encore une fois, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, pour ensuite donner ce bilan à votre pro et ensuite qu'il puisse en partie analyser tout ça et voir dans quelle direction il peut vous amener. Parce que quelqu'un qui a des énormes soucis au dos, par exemple sur la mobilité, on va peut-être pas le faire swinger de la même façon que d'une autre personne. Donc je crois que c'est extrêmement important de partir sur un bilan. Ça m'arrive très souvent. Moi, j'ai un jeu que j'aime bien, c'est de deviner s'il y a des différences de hauteur de jambes. Souvent, en fait, il y a souvent des personnes qui ont du mal à faire fonctionner le bas du corps au golf, qui ont tendance, par exemple, à pas arriver à tourner à les hanches qui glissent, ou etc. C'est souvent dû à des décalages de bassin ou des décalages de hauteur de jambes. Et parfois, ça peut être réglé déjà par la kiné par des semelles ou par autre chose. Et en plus de ça, après, c'est parce que c'est un sujet aussi qui m'a touché personnellement. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à tourner pour des raisons, quoi. Il y a des personnes, tu as 2 cm. Tu peux leur demander autant que tu veux, fais bouger ce bas du corps. Pas possible. Pas possible. Et tu essayes. Et si tu as construit toute la mécanique du swing par rapport au fait qu'il faut que ses hanches, elles bougent, en fait, tu vas dans le mur. Moi, j'ai moins de problématiques sur le putting par rapport à ça, mais en tout cas, sur le gros jeu, moi, je trouve que limite chaque élève qui a vraiment envie d'avoir un projet de progression ou autre, ça devrait être systématique en disant, écoute, pas de problème, ce que je te demande avant quand même la prochaine séance, c'est que tu puisses aller voir telle personne pour faire un bilan de ce qui se passe dans ton corps pour que je puisse ensuite pouvoir adapter par rapport à ça, parce que comme tu dis, nous on a quand même des choses qui se voient parce qu'on a l'habitude, mais il y a des personnes qui sont compétentes et qui ont fait plein d'années d'études pour voir certaines choses que nous on ne pourrait pas voir. Donc pour moi le bilan il serait quasi indispensable pour une personne qui a un véritable objectif de progression. Et puis surtout qui peut régler la problématique de temps en temps. De temps en temps, c'est des choses qui sont réglables. Là on parlait de la hauteur de jambe, bon ça peut être il n'y a pas une semelle, mais ça se trouve il ne faut pas le faire parce que ça peut dérégler aussi tout le dos en fonction. Le sport mal fait peut être très dangereux pour la santé et pour les articulations. Donc c'est on va pas citer de nom, mais moi je connais là des golfeurs amateurs et professionnels qui se sont blessés parce qu'ils font du mauvais sport. Ouais, mais parce que bilan de santé, d'avoir une orientation par un médecin du sport en lequel on a confiance, qui suit aussi un petit peu la progression, et un préparateur physique qui certes a sa manière de faire, mais qui suit aussi complètement les directives du médecin un des sports à tous les niveaux. Hein. Un des sports qui est le plus pratiqué au monde, c'est la course, déjà tout simplement. C'est extrêmement simple, il y a besoin de quelques jambes, enfin 2 jambes et des chaussures.
vous allez courir, ne pas savoir courir peut être extrêmement traumatisant pour les genoux et ça peut vous causer Ou des être gros mal équipé, problématiques. pas avoir les bonnes chaussures aussi, c'est des trucs tout bêtes. Hein, mais Donc voilà, faut être très vigilant sur le sport en général, même si ça peut être un sport qui demande moins de le plus moyens. dangereux, c'est le ski. C'est un truc de fou. C'est quand même le ski. Tu as quand même des personnes qui ne font pas 1 gramme de sport de l'année, qui se retrouvent à avoir une semaine de vacances où ils bossent toute la semaine comme des dératés. Ils arrivent au ski ils se mettent des raclettes et du vin rouge pendant une semaine et ils font 8 heures de ski à la suite. Bah, c'est pour ça qu'au bout de 3 jours, tu as des blessés. Ouais, mais raclette vin rouge, déjà, raclette vin blanc, débat ouais, vin aussi. blanc, vin chaud, j'étais vin chaud. Ouais, raclette vin chaud, raclette vin blanc, vin chaud, c'est quand même un sacré programme. Hein. Non, mais tu vois, je trouve ça hyper dangereux. Pour moi, le ski, c'est pas un podcast sur le ski, mais pour moi, le casque, ça devrait être obligatoire pour tout le monde. Ah, tu pars vraiment dans le ski là? Ouais, je pars vraiment dans le ski. Et non, ça devrait être obligatoire, c'est hyper dangereux. Il y a des gens, tu lances des gens sur les pistes de ski à des vitesses, etc. Alors qu'ils font pas 1 gramme de sport dans l'année. Pour la petite histoire, on peut quand même préciser que tu as été en équipe de France de ski citadin. Kevin s'est mis au golf après un grave accident de ski, justement. Et le casque m'a sauvé la vie. Mais donc. Kevin était un très grand skieur, donc c'est pour ça que ça le tient à cœur et que là, on va lui donner un calmant pour terminer l'épisode. Parce que sinon, on va le perdre. Est-ce qu'on peut dire les tontons skieurs? Les tontons skieurs, ouais. Donc faites très attention physiquement. Et puis là, on a parlé donc beaucoup de prévention et pour peut-être les personnes les plus âgées, en tout cas vraiment être très concentrés sur mobilité, yoga, pilates. Pour ceux qui sont plus en forme et qui ont déjà l'habitude de faire du sport, faites attention aussi à ce que ce que vous faites physiquement ne vous empêche pas d'être un meilleur swinger. Parce qu'il peut y avoir aussi, en fonction de ce qu'on fait, quelqu'un qui cherche à faire beaucoup de vitesse, d'aller courir pendant 1h30, en fait, physiquement, c'est contre-productif parce qu'on ralentit justement la fibre, on ne lui demande pas de faire la même chose. Et quelqu'un qui veut absolument gagner en vitesse, qui a besoin de trouver des meilleures positions dans son swing pour justement mieux swinger et mieux frapper la balle, vu que c'est toujours au service de mieux frapper la balle, soulever comme un porc pendant des changements techniques, ça peut aussi créer des limitations si c'est pas bien fait. On parle toujours du sport bien fait, parce que si c'est bien fait, ça va être productif. Si c'est mal fait, ça peut être contre-productif. C'est pas aller faire du développé couché, des abdos et des biceps, quoi. Tu vois, Rory, Tiger, qui ont beaucoup changé physiquement dans leur carrière, ils sont entourés des meilleurs et ils avaient beau beaucoup gonfler, ça n'a pas changé leur mobilité d'épaule, de dos, et encore Tiger le paye, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Et puis, il prenait pas du kiri. Hein. Je crois que le kiri est à faible protéine, donc pas assez protéinique. Non, mais gros point dont tu viens de parler de prévention. Par rapport aux blessures. La préparation physique vous permet de pouvoir accroître vos performances, mais aussi diminuer les risques de blessures. Donc, c'est vraiment un double jeu. Bien évidemment, derrière, la préparation physique doit être programmée convenablement, mais le but n'est pas forcément derrière d'aller chercher de la vitesse ou autre. Le but aussi, c'est de pouvoir jouer au golf sur le long terme, que vous ayez 20, 50, 80 ans ou même 110 ans. Et ce qui est d'ailleurs quasiment le plus important. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a un moment, la magie de ce jeu, c'est qu'on peut le faire. C'est comme les jeux de société, c'est de 7 à 97 ans. Hein. Et honnêtement, si vous pouvez plus jouer au golf, même si vous avez un changement physique, mais vous pouvez plus jouer au golf, ça sert à rien. Donc le but, avant tout, très justement, c'est pas là où je suis le meilleur, mais c'est la prévention, faire du sport pour de la prévention. Toi, c'est là où tu le fais. Moi, c'est pour ça en fait que j'arrive à faire mon sport, c'est juste par rapport à la prévention des blessures. Ouais. C'est parce que on a tous des choses qui nous plaisent moins dans nos métiers et moi c'est le côté préparation physique qui m'ennuie, donc je le fais parce que je dois le faire dans une idée de prévention des blessures pour être durable. Passons au côté mental, messieurs. Sur le bloc mental, bloc mental, pareil, je pense que ça part d'une analyse et d'une confrontation un petit peu avec soi-même, de savoir est-ce qu'on en ressent le besoin ou pas. Je pense que de façon générale, on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, je trouve que de travailler sur soi-même, que ce soit à travers de livres, avec des personnes, à travers à travers des podcasts, d'essayer de s'améliorer en tant que personne et va vous aider dans le golf aussi. Maintenant, si vous avez besoin que ça soit un travail mental qui est peut-être plus spécifique golf, peut-être s'orienter vers et que vous n'avez jamais fait de préparation mentale spécifique golf, ça peut être intéressant de s'encadrer d'un coach
spécifique dans le golf qui fait ça, pour voir un petit peu les routines, les choses qu'il peut vous apprendre. Ou un pro qui a quelques connaissances. Moi, j'ai quelques connaissances, j'ai passé un petit diplôme de préparateur mental, j'en fais pas mon métier, mais voilà, j'essaye d'orienter les gens, en tout cas, de la meilleure façon. Quand ça devient quelque chose beaucoup plus professionnel, évidemment, je me mouille pas là-dedans, puis ça me va très bien. Mais à côté de ça, après, ça peut être un suivi, voilà, on a déjà cité, ça peut être un suivi psychologique qui peut être plus avec des personnes qui sont même hors golf, qui n'ont rien à voir. Donc la préparation mentale, pour moi, c'est déjà de vérifier dans votre golf s'il y a une phase de routine qui est assez claire et qui est bien mise en place pour chaque secteur de jeu. Si ce n'est pas le cas, vous faire aider, peu importe avec qui. Et après, si c'est vraiment des problématiques spécifiques ou de confiance en vous, etc., après, effectivement, vous pouvez vous orienter sur des différents types de professionnels qui sont dans le secteur. Ouais, moi, j'adore en tout cas, même si j'en lis pas beaucoup, hein, je conseille, c'est peut-être le nombre de livres que j'ai lus dans ma vie se limite peut-être au nombre de doigts que j'ai sur mes mains. Mais vraiment, j'ai plus lu de livres autour de la partie mentale et ça m'a déjà énormément aidé que d'aller voir un spécialiste. Oui, c'est important, il faut savoir aussi quels sont les besoins, mais déjà si vous voulez pas faire l'effort d'aller voir quelqu'un, vous ne savez pas, juste déjà lire en relation avec la psychologie, quoi. Donc, parce qu'on parle du mental, mais effectivement, il y a le mental dans le sport, mais faire des choses aussi dans la vie de tous les jours vous aide aussi dans votre vie professionnelle ou extra ou sportive. On le voit bien dans ce jeu, quand tu es bien dans ta vie de tous les jours, ça se ressent pas forcément dans le résultat, mais ça se ressent sur le parcours. Par contre, quand tu es vraiment pas bien, tu peux pas jouer au golf. Et pourtant, c'est deux trucs qui pourraient être totalement... Il y en a qui arrivent quand même au contraire. Hein. Le fait d'être pas bien dans la vie perso, parfois, ils peuvent être performants à ce niveau-là. Ça peut être revanchard, mais sur le long terme, je le pense pas. Ça peut être je suis d'accord sur une mauvaise nouvelle, sur un truc de se battre pour quelque chose qui est plus grand que soi, pour des choses comme ça. Mais je trouve quand même malgré tout que ça a un impact assez fort sur ta partie de golf. Quand tu es bien ou pas bien dans ta vie de tous les jours. Bien sûr, comme tu dis, sur le long terme. Je prends un exemple de joueurs pros qui ont perdu un proche et qui, la semaine d'après, gagnent un tournoi. Oui. Il y a quand même une force émotionnelle qui se dégage, de performance qui est immense. Et donc, ça peut être ultra positif comme te mettre au fond du seau. Mais je crois que ça dépend de chaque personne, du caractère de chacun après. Donc, il y a des contre-exemples dans pas mal de choses. Ce qu'il faut traiter, c'est plutôt des mal chroniques. Tu vois ce que je veux dire ? Des mots. Ou des mal chroniques, tu veux nous faire une annonce, un petit coming out. C'est des mots chroniques. Des mots chroniques. Ouais, je trouvais que ça sonnait mieux. C'est joli, des mal chroniques, ouais, mais ça s'écrit M-A-L-E-S du coup. Coquin. Gourmand. Donc, des mots chroniques dans le sens où il y a quelque chose qui doit être traité sur le long terme. Effectivement, là, tu parlais d'un décès. D'un décès, c'est quelque chose qui est fort, qui est ponctuel et qui dure quand même sur le temps quand t'es mort. Non mais là où c'est intéressant de parler de la préparation mentale, que comme moi j'ai déjà dit, j'aimerais que ça soit un terme qui soit renommé en dépréparation mentale, parce qu'il faut essayer de le dépréparer ce mental plutôt que de vouloir sans cesse le préparer. Il fonctionne trop, donc il faut le calmer et je pense que justement, c'est parce que c'est aussi une partie plus ennuyante du travail golfique. C'est moins palpable, alors que si on veut taper plus fort le drive, toi, tu fais toujours ça avec tes élèves les premières fois, là où c'est très facile de finir par leur faire taper un draw et leur faire gagner 20 mètres. Et comme ça, après, sur le parcours, c'est différent. Mais en tout cas, juste en faisant progresser le club ou en faisant progresser le corps, c'est facile de voir un résultat immédiat sur la balle. D'un point de vue mental, c'est un travail qui est beaucoup plus long-termiste, c'est des tout petits pas de fourmi pour pouvoir avancer, mais on aurait tous une meilleure relation au jeu et potentiellement à nos partenaires de jeu aussi parfois, si justement on était plus en accord avec ce qu'on attend de ce jeu et en fait dans une acceptation totale aussi, on l'a dit dans l'épisode sur les abonnés, mais que en fait, on ne sait jamais sur quoi on va tomber et c'est ça qui nous fait vibrer par ce jeu. Mais pour pouvoir en profiter au maximum, justement, de cette expérience du golf qui nous apporte toujours
des choses on ne sait pas à quoi on va s'attendre, bah, en fait, c'est dans un travail d'acceptation et qui se fait vraiment en amont. C'est pas j'arrive au départ du 1 et puis tout d'un coup, pouf, je me dis aujourd'hui, peu importe ce que le golf va m'apporter, moi je veux juste donner mon meilleur aujourd'hui et puis on verra bien ce que c'est mon meilleur. Parce qu'après, dans les faits, il faut réussir à l'accepter que son meilleur, si on a l'habitude de jouer aux alentours de, je sais pas, c'est pour faire des calculs simples, mais on a l'habitude de jouer autour du par, et ben de temps en temps, faire -4, c'était pas faire de son mieux parce qu'on pouvait faire -8. Et puis de temps en temps, faire +3, c'était une super performance parce que c'était impossible de faire +2. Donc c'est juste donner le meilleur de soi-même, peu importe le score que ça donnera derrière, mais il faut aussi accepter que ça peut mal se passer. Et en partie mentale, on est bon, on passe sur la partie Ouais, moi matérielle. j'aimerais en tout cas, comme le disait Antoine, j'aimerais que toutes les personnes soient ouvertes à la lecture sur plein de différents types de livres qui existent sur l'approche mentale du golf. Pour ceux qui sont bilingues, il y en a peut-être un petit peu plus dans nos amis anglo-saxons. En tout cas, moi j'en ai lu beaucoup là-dedans. Il y en a qui sont traduits. Je pense que pour mettre un pied là-dedans, les livres de Bob Rotella sont quand même intéressants à lire. Même s'il y en a certains qui ont été édités il y a pas mal de temps, qui sont assez intéressants de revenir sur des livres français. Je crois que c'est Jean-Philippe Vaillant qui... Toi, c'est un livre qui t'avait pas mal aidé, non ? Non, moi c'était Champion dans la tête ouais. de François Ducasse et qui avait été écrit avec Makis. Oui, ouais. Exactement. Donc, c'est celui-là que t'avais bien donc aimé. ça, très bien. On avait parlé dans l'épisode des Objectif abonnés 54. d'Objectif 54, donc chaque coup doit avoir un objectif. Moi, je sais que j'aime beaucoup le titre de ce livre. Donc, il y a beaucoup de différents livres qui peuvent être très intéressants, à lire pour justement mettre un pied dans cette approche mentale du golf qui même si c'est pas palpable, peut avoir des effets rapides et aussi bien sur le plaisir que sur la performance. Et puis c'est sympa en plus de pouvoir lire sur le sujet. Et puis dedans, il y a plein de petits tips, de petites choses à mettre en place qui restent entre vous et le livre et qui sont que vous pouvez tester sur votre partie du dimanche. Je trouve ça vachement sympa en tout cas de cette mise en place. C'est pas quelque chose de très contraignant et c'est quelque chose qui peut être efficace. Moi j'ai pas mal d'élèves après des lectures de livres comme ça ont réussi à faire tout d'un coup une performance qu'ils avaient jamais faite sur un parcours. Parce qu'il y a un petit état de grâce sur des nouveaux concepts, des nouvelles idées qui font que ça avance. Ouais. Ok. Sur le matériel, donc qui sera le dernier bloc, sur le matériel, je pense que c'est important de faire un point chaque année, de voir un petit peu l'état de vos sandwichs, savoir s'ils doivent être changés ou pas, s'ils ont beaucoup été utilisés. De faire checker, vous pouvez aller par exemple chez Wally, checker les réglages de vos clubs, voir si ça n'a pas bougé, si vous jouez beaucoup. Les clubs ont tendance à pouvoir bouger. Ouais, ça, si vous bougez, je me permets tout de suite de rebondir là-dessus. Si vous bougez, si vous tapez beaucoup de balles, donc il y a une résistance au sol. Et si vous voyagez, les clubs, vous voyez bien comment ils sont traités dans les aéroports. Ils sont jetés. Et nous, c'est un truc qu'on fait quasiment chaque semaine. Enfin, moi, quand j'étais sur le tour et que j'avais l'accès au camion, je faisais quasiment vérifier mes clubs à chaque fois le lundi quand j'arrivais pour pouvoir vérifier s'ils n'avaient pas bougé dans l'avion. Parce que les fers, ça a beau être du fer forgé pour ceux qui jouent du fer forgé, et en l'occurrence, ils peuvent être très légèrement tordus. Et en fait, 1 degré plus fermé et un club qui a été 1 degré plus ouvert, ça fait que les deux clubs ils sont beaucoup plus proches en termes de distance. Donc ça déjà, c'est à vérifier au niveau des lofts. Et ensuite, au niveau des lies, là où tout simplement, les clubs qui sont jetés, on peut se retrouver avec un club plus upright, un club plus flat. Et ça... Sur une semaine, pas forcément, mais si vous voyagez régulièrement avec vos clubs de golf ou si vous tapez beaucoup de balles, sur tapis, etc. En fait, les clubs, ils vont bouger. C'est même sûr qu'ils vont bouger. Donc, et notamment au niveau des putters aussi, je le dis, parce qu'on a des alliages qui sont extrêmement souples au niveau de l'ozole. L'ozole, c'est la partie qui est vraiment en contact entre le shaft et le bas de la face de club. Donc, il y a une petite partie qui peut dépasser. Vous n'avez pas ça chez tous les putters. Et encore, vous avez aussi l'insertion du shaft parfois qui se fait dans la tête de club. C'est quelque chose qui bouge énormément et très facilement. C'est-à-dire, pour vous dire à ce point-là, c'est que on peut même le bouger à la main sans aucun souci. C'est parce que tu es très fort et que tu as fait la préparation physique hivernale qu'il fallait. Exactement. Et la préparation mentale m'a beaucoup aidé dans la concentration sur ça. À accepter le fait que juste tu sois avec aussi un puissant, doigt, j'arrive à le bouger. Donc, et ça, il faut que vous soyez très vigilant. Et c'est vrai que avec les joueurs que j'ai régulièrement,
je dirais peut-être 6-7 fois par an, je vérifie en fait le lie et le loft du putter, mais également parfois aussi le grip, parce que le grip peut avoir tendance à tourner si jamais malheureusement il n'a pas été très bien monté, ou tout simplement c'est qu'avec les chaleurs et l'humidité, ça peut avoir tendance un tout petit peu à moins accrocher avec les rubans, donc de colle sous le grip. Donc il faut être extrêmement vigilant et faire checker votre matériel, même plus qu'une fois par an, j'ai envie de dire, le plus régulièrement possible, en fonction du temps que vous jouez, que vous accordez pour jouer au golf. Mais déjà, ouais, c'est le bon timing l'hiver pour le faire au moins de checker, pour être sûr de commencer au moins la saison avec les clubs qui sont bien réglés. Parfois, il y a un club dans la série que vous tapez beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. Bah, parfois, ça peut avoir... ça peut souvent venir de ça. Ça peut venir de ça. Alors, si c'est le fer 5... pas forcément, ça peut être aussi parce que c'est un club qui est plus difficile à taper dans votre série qu'un fer 8. Mais il y a quand même des choses à aller vérifier sur les réglages. Donc notamment quand vous aimez beaucoup un club, il faut le dire, parce que pour un fitting, ça peut vous aider, mais aussi pour les réglages, pour regarder s'il n'y a pas quelque chose de différent qui est différent et qui vous correspond plus. Et quand il y a un club vraiment spécifiquement où ça n'a aucun sens, par exemple, vous tapez bien le 9, pas le 8 et vous tapez bien le 7, allez voir s'il n'y a pas quelque chose qui a bougé ou un réglage qui est peut-être un peu différent. plus long, est-ce qu'il n'est pas un peu plus flat, est-ce qu'il n'est pas un peu fermé, est-ce qu'il n'est pas un peu plus léger en tête, est-ce que le shaft n'est pas un peu plus souple. Ouais. En fait, il y a beaucoup de choses et c'est pas par rapport au club de série ou quoi que ce soit, c'est que nous aussi, chez les pros, quand on fait un fitting avec quelqu'un de performant, il va très souvent nous dire quel est le club que tu préfères et quel est le club que tu aimes le moins. Donc dans la série de fer, alors que tous les clubs sont montés en sur-mesure, sont censés être les mêmes, mais il peut y avoir quelques grammes de plus, quelques grammes de moins à tel endroit dans le club qui font qu'en fait on est moins à l'aise ou qu'il est plus upright. Il peut y avoir des choses qui bougent au fur et à mesure une série de clubs vieillit, quoi. Donc il peut y avoir des choses qui évoluent. Il va y avoir la performance aussi du shaft, tout simplement, parce que lorsque vous avez des shafts qui sont en graphite sur vos bois, au bout d'un moment vous avez des fibres, je ne sais pas si on peut appeler ça des fibres ou autres, qui ont tendance à se filer au fur et à mesure, et donc dans ce cas-là la performance du club devient beaucoup moins importante. Donc j'ai pas envie de dire qu'il faut les changer tous les ans, mais il faut en tout cas faire checker tout ça régulièrement. Et je pense que si en tout cas il y a un moment pour faire évoluer des clubs dans la série, c'est bien de le faire en fin d'hiver, on va dire, pour pouvoir avoir un peu le temps de s'acclimater avec ces nouveaux clubs et en même temps d'avoir eu un peu le temps aussi d'évoluer sur des changements, quelques changements techniques ou quelques évolutions physiques ou voilà, les quelques évolutions. Donc pas hésiter à faire un check, on va dire un mois avant votre première échéance du matériel, si ça doit être changé ou pas. Et si jamais vous avez vraiment une problématique dans le sac, c'est-à-dire cette année vous avez vraiment manqué d'un club, on parlait des hybrides aussi sur d'autres épisodes, vous en avez marre de votre fer 5 et votre fer 4 et que vous en trouvez plus l'utilité ou que vous le tapez plus, c'est peut-être le moment de switcher sur un petit bois ou sur un hybride. Donc pas hésiter à faire ces évolutions-là pendant l'hiver. C'est vraiment hyper important et de vraiment faire un état des lieux de votre sac entier, de voir s'il vous manque des clubs, s'il y a des clubs qu'il faut changer, s'il faut des difficultés à taper certains clubs, voir si c'est technique ou si c'est une partie mentale aussi, ou si c'est une partie matérielle qui peut vous aider. Parce que très franchement, on dit toujours c'est pas la flèche, c'est l'Indien, mais franchement, une bonne flèche, ça aide bien l'Indien quand même. Moi, je suis plus dire, c'est pas le pinceau qui fait l'artiste, mais bon, chacun sa vision des choses. C'est ton émotion particulière. C'est pour ça. Exactement. Bon, ça, c'est nickel sur la taille. Donc là, on a fait les quatre blocs. N'hésitez pas, dernier petit conseil, mais c'est pas un conseil. Si vous avez la possibilité d'aller jouer à l'étranger pendant l'hiver, pendant les vacances ou autre, profitez-en parce que franchement, prenez du soleil pour nous. En tout cas, à part ceux qui habitent dans le sud de la France ou qui habitent à l'étranger, dans des endroits là où c'est pas l'hiver, comme sur la partie Lyon et au-dessus de Lyon en France, faut surtout pas hésiter. On voit beaucoup, tous les joueurs professionnels, même de chaque niveau, aller s'entraîner à l'étranger. On voit les meilleurs amateurs du pays qui partent faire des tournois aux États-Unis ou qui partent s'entraîner plus au chaud.
On voit souvent les passionnés de golf toujours s'organiser des petits stages, soit avec des pros, soit entre eux, des petites compètes amicales en janvier, février, pour partir pendant 10 jours au soleil. Donc si vous le pouvez, d'un point de vue organisation, d'un point de vue financier et d'un point de vue si vous avez des amis, parce qu'on ne sait jamais, qui veulent bien le faire, voilà, ça c'est vraiment le top pour pouvoir justement aller se tester, parce que quand on commence à s'entraîner avec un sous-pull, un polo, un pull, un col roulé, une veste de pluie, un bonnet, 2 paires de chaussettes et un col en ski, la pluie de face. Et la pluie de face, franchement... là, vous travaillez que le bloc mental de j'y suis, je fais un truc difficile, mais ça va peut-être pas être forcément très cohérent. Donc on sait que ça a un coût, donc malheureusement tout le monde ne peut pas le faire. En tout cas, si vous avez l'occasion de descendre un petit peu à certains endroits de France ou à l'étranger, vous avez la possibilité d'aller passer un week-end et d'aller faire 2 parcours avec 2 couches de moins. N'hésitez pas, c'est toujours plus agréable pour vous récompenser un peu de tout le travail que vous faites l'hiver sur votre golf. Bon, premier épisode de l'année terminé. Ça s'est bien passé, on est content. Ouais, on en avait des choses à dire. De toute façon, c'est une période qui est tellement clé pour bien préparer l'année et même préparer encore déjà 2026 et compagnie, en fait, on se régale à parler de tout ça, de la vision globale, de la préparation. C'est quand même un kiff. Donc bien évidemment, on espère que ça vous a bien plu pour commencer 2025. Bah ouais. Écoutez, on vous souhaite en tout cas un bon entraînement cet hiver. N'hésitez pas à nous relancer sur les réseaux ou à titre perso ou sur le compte des tontons pour s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous avez besoin qu'on vous aide sur certains sujets. N'hésitez pas aussi à continuer à nous poser vos questions. Et puis, on est reparti tous ensemble dans cette aventure des tontons pour 2025. Bah ouais, et donc du coup tous ensemble, moi je voudrais remercier Golf Planet qui nous aide depuis quasiment le début de l'aventure. Donc c'est quand même un grand merci à eux. C'est un média digital qui est complètement gratuit, sur lequel vous retrouvez toute l'actualité golfique. Vous pouvez télécharger l'application qui est gratuite aussi pour pouvoir toujours aller surfer tranquillement sur le web et ne rien rater de l'actualité du golf. Et moi, de mon côté, je vais remercier aussi Callaway, eux qui nous suivent depuis le début. Callaway qui regroupe des fers, des bois, des sandwedge, mais également des putters via Odyssey. Toutes les nouveautés sont sorties il y a très peu de temps, ou vont sortir dans les prochaines semaines. Vous allez voir, ça sera extrêmement intéressant de pouvoir aller les tester. Super, et puis un grand merci aussi à Wally Club Maker pour ce partenariat qui nous aide beaucoup sur la partie vidéo, la partie réseaux sociaux. Donc un grand merci à toute l'équipe avec qui moi je bosse toute l'année. Donc voilà, un grand merci à eux d'être dans cette aventure. On laisse Sébastien. Un grand merci à vous deux, les gars. Je vous souhaite une très belle année 2025. Ouais, bonne année. Bonne saison à toi. Individuellement, mais aussi tonton golfique. Ouais. Donc, merci à vous, les gars. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout une nouvelle fois. Une très belle année à vos proches et vous-même. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis qui veulent progresser en 2025. Pour pouvoir justement continuer à prendre du plaisir, à avancer et à faire grandir cette aventure des tontons golfeurs. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos plateformes favorites et à nous contacter sur tous les réseaux sociaux ou par mail, donc lestonsongolfeurs@gmail.com. Et puis on se dit rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode des tontons golfeurs. Merci les gars. Bonne année. Bonne année, merci.